Chapitre 5. Salut journal, me revoilà. Je sais qu'il est tard et qu'on s'est déjà parlé ce matin, mais j'espère que tu as un peu de temps devant toi, parce qu'il m'est arrivé tellement de trucs aujourd'hui que je ne sais même pas par où commencer. La journée n'avait pourtant pas trop mal démarré. Un petit retard de car, quelques cours un peu nuls et des baffes qui se perdent avec Benoît, mais rien de bien méchant, la routine quoi. Jusqu'à ce que je m'assoupisse en sport et que je fasse encore ce rêve louche avec Lady et Sabrina et la petite flèche. Ce n'est pas la première fois, et franchement, ça commence à m'angoisser. Ça avait l'air tellement réel. Ranjit m'a réveillée, en faisant encore une de ses apparitions flippantes. Je ne sais pas s'ils ont des ninjas en Inde, mais ce garçon n'aurait rien à leur envier question furtivité. Pendant l'épreuve de saut, qui était notée, j'ai fait une crise, comme quand j'étais petite. Raphaël me regardait, et Benoît se payait ma tête, et je pense que mes émotions se sont emballées. Ça m'a complètement déstabilisée, et j'ai failli perdre le contrôle. Maintenant, il n'y a plus de doute. Ça recommence, et j'ai l'impression que c'est encore plus fort qu'avant. Mais le gros changement, c'est que j'ai réussi à lutter cette fois, et même si j'en suis ressortie avec une fesse entièrement bleue, et mauve, et jaune, j'ai réalisé un saut incroyable. Si j'arrivais à contrôler cette chose, je pourrais faire des trucs de dingue. Bon, je te rassure, ce n'est pas d'actualité. Je continue à penser qu'il faut vraiment que je me débarrasse de ça. J'aurais pu me blesser bien plus sérieusement. J'ai quand même eu très peur. Alors avant de rentrer à la maison, je suis allée voir le docteur Pilven. Et il y a du nouveau. Mais procédons dans l'ordre. Car avant ça, une autre méga tuile m'est tombée sur la tête. Je te raconte. Après mon passage à l'infirmerie, il était trop tard pour rejoindre les autres au gymnase. Il était déjà presque 17 heures. Sarah était un peu bizarre. Moi, j'étais de mauvaise humeur. Je vidais mon sac sur Benoît, énumérant toutes les vengeances que je rêvais de lui infliger, ma préférence allant au remplacement de son pot de gel par de la superglue, et Sarah ne réagissait pas. Elle se contentait de sourire, l'air coincé. Ça ne m'a pas empêché de continuer, mais ça manquait de saveur. L'inspiration vient plus facilement quand il y a du répondant en face. En allant vers l'arrêt de car, on a retrouvé Ranjit et le reste de la classe qui sortaient du cours. Ce crétin de gros Maxime nous a doublés en faisant semblant de boiter les mains sur les fesses. Je crois que je n'ai pas fini d'en entendre parler. Ranjit n'a pas arrêté de me demander de lui apprendre à sauter haut. Il insistait comme un fou. Je ne l'avais jamais vu aussi excité. J'ai songé à lui répondre. C'est facile, suffit d'être possédé par une créature démoniaque et tu fais des bonds jusqu'au plafond. Mais je me suis abstenue. Il a fini par laisser tomber et nous a dit qu'il ne rentrait pas en car ce soir, parce que son père venait le chercher. On l'a vu monter dans une vieille voiture grise. Quand je dis vieille, je devrais plutôt dire antique. Je crois que certains morceaux tenaient avec du scotch. Avec Sarah, on s'est regardé et on s'est dit « Tiens, il n'était pas censé être aveugle, le père de Ranjit ?» Pourtant, ce garçon n'est pas du genre à mentir. Alors comment ça se passe ? Son père conduit et c'est Ranjit qui fait le GPS et qui le prévient quand le feu est rouge ? Ça n'avait pas de sens, parce qu'il avait bien fallu que son père arrive au collège tout seul en voiture. Bref, un mystère de plus. Mais ça aussi, Sarah s'en fichait un peu. Elle était encore toute bizarre, à moitié dans la lune. Alors j'ai commencé à lui tirer les verres du nez. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, ou si j'avais fait un truc de travers. Elle m'a répondu que non. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a bafouillé qu'elle avait une nouvelle importante à m'annoncer, mais qu'elle ne savait pas trop comment me l'annoncer. On aurait presque dit qu'elle avait peur de moi. Je me suis un peu vexée. C'est vrai quoi, elle savait bien qu'elle pouvait tout me dire. Je lui ai fait une mini scène de ménage et, à contre-cœur, elle a fini par cracher le morceau. Et j'aurais préféré ne pas savoir en fait. Elle m'a avoué qu'elle avait accepté de sortir avec un garçon. Ne te méprends pas, journal. Je ne suis pas non plus coincée. Ce n'est pas ça qui m'a choquée. Au contraire, au début, j'ai été super contente pour elle. Je l'ai félicitée et je lui ai demandé avec curiosité qui était l'heureux élu. C'est ça que j'aurais préféré ne pas savoir. Au moment où elle allait me répondre, Benoît est arrivé à l'arrêt de car avec sa bande et d'autres élèves de Rimbaud et de Prévert.
Raphaël était là aussi, un peu à l'écart. Benoît est venu droit sur nous. Je m'attendais à ce qu'il me lance encore une grosse vanne sur l'incident du gymnase, mais il m'a complètement ignorée. Il s'est approché de Sarah et, horreur, il lui a passé les bras autour du cou et lui a embrassé les cheveux. Sarah est devenue écarlate et lui a pris maladroitement la main. Puis elle m'a dit « Bon, voilà, maintenant tu sais. » Ils sont montés tous les deux dans leur car, toujours en se tenant la main. Avant que la porte ne se ferme, Benoît m'a fait un clin d'œil. Benoît et Sarah? Quoi? C'est quoi ce délire? Quel point commun peut-il bien y avoir entre ce demeuré d'australopithèque gominé et ma charmante et innocente petite Sarah? Alors, ok, il est beau. Oui, d'accord, il est fort en sport. Mais quoi? Ça ne la dérange pas qu'il se comporte comme le dernier des crétins? Comment peut-elle me faire un coup pareil? Tomber amoureuse de mon ennemi juré, ma némésis? Est-ce que ça veut dire que maintenant il va falloir que je me coltine Benoît chaque fois que je vais être avec Sarah? Ça n'a aucun sens. Et je ne compte pas rester comme ça sans rien faire. Je vais aider Sarah à se sortir de là. C'est le premier garçon avec qui elle sort, alors que lui est déjà sorti avec plusieurs filles. C'est un collectionneur, et elle, une pauvre victime qui va avoir le cœur brisé. Je la tirerai de là. Ma copine est en danger. Sous le choc, je suis restée pétrifiée sur place un moment à regarder mes pieds. Et juste quand je me disais que ça faisait trop pour une seule journée et que j'aimerais avoir une soupape de cocotte minute pour évacuer toute cette pression, le destin m'a fait comprendre qu'il n'en avait pas encore terminé avec moi. J'ai relevé les yeux et Raphaël était devant moi, tout proche. Il sentait bon et regardait pensivement partir le car dans lequel étaient montés Sarah et Benoît. Il m'a regardée avec des yeux compatissants et m'a posé une main sur l'épaule. Elle semblait brûlante à travers mon blouson. Il m'a dit « Désolée ». Comme je ne répondais rien, oui, je sais, je suis super timide à l'oral, ça craint, il m'a proposé de passer à l'auditorium demain, pendant la pause de midi. Il avait quelque chose à me faire écouter et aurait aimé un avis sur une musique qu'il avait composée. Je crois que j'ai répondu ou quelque chose dans ce genre, et j'ai réussi à faire oui de la tête. Mon visage était en feu. J'aurais pu décoller du papier peint avec. Raphaël a souri, et il est parti, à pied, sans se retourner. Une fois de plus, je suis restée plantée là, avec deux forces qui s'affrontaient en moi. Sarah et Benoît sortaient ensemble, et Raphaël venait de m'inviter à écouter sa musique. Difficile de savoir s'il fallait rire ou pleurer. Du coup, je me suis un peu éloignée, et j'ai fait un peu des deux en même temps. Après toutes ces émotions, j'avais loupé mon quart. J'ai décidé de prendre le suivant, le temps de me remettre d'aplomb. De toute façon, ma mère ne rentrerait pas de bonne heure. Elle ne risquait pas de s'inquiéter. J'avais l'impérieuse envie de parler à quelqu'un. Et, désolé journal, mais je ne t'avais pas pris avec moi. J'ai donc décidé de marcher jusqu'au cabinet du docteur Pilven. C'était à un quart d'heure de marche en ville, et c'était peut-être encore ouvert. Je me disais que, quitte à avoir une journée de maboule, autant aller jusqu'au bout de la démarche. Marcher m'a fait du bien, et au bout d'un moment, j'ai commencé à récupérer un peu mes esprits. Une fois devant le cabinet du docteur Pilven, j'ai découvert qu'il avait fermé à 17 heures. Toute déçue de l'avoir manqué de peu, je m'apprêtais à repartir quand j'ai vu le docteur sortir, sa sacoche à la main. Il n'avait pas tellement changé. Il avait juste gagné quelques rides et une poignée de cheveux blancs depuis notre dernière rencontre. Il m'a aussi paru un peu moins immense. Forcément, j'avais grandi. Il portait toujours ses petites lunettes rondes qui lui faisaient des yeux minuscules. Il m'a reconnue tout de suite, et ses tout petits yeux se sont mis à pétiller. Ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, en même temps, j'avoue que les cheveux roses et les grandes oreilles, ça ne s'oublie certainement pas facilement. Il a rouvert la porte de son cabinet et m'a proposé d'entrer prendre un chocolat chaud. Le cabinet n'avait pas du tout changé. Il avait toujours la même odeur d'éther et d'alcool à 90.
Il sentait aussi la poussière, accumulée par les centaines de livres de médecine qui ornaient les murs de la pièce. Certains avaient l'air carrément vieux. Des schémas médicaux étaient toujours accrochés au mur, et je me souvenais de la plupart d'entre eux, pour les avoir fixés pendant des heures pendant mon traitement. Sur le bureau du docteur Pilven, qui était impeccablement rangé, se trouvait une grosse maquette de cerveau au bout d'une tige de métal, perchée sur un socle en bois verni. Ça, c'était nouveau, et pas tellement ragoûtant. Je n'avais jamais trop aimé m'imaginer de l'intérieur, version pièce détachée. Mais revenir ici, après toutes ces années, m'a rendue un peu nostalgique. Pourtant, j'avais passé des moments difficiles dans ce cabinet. Et j'avais aussi l'impression de retrouver un refuge qui m'avait manqué. Un lieu dans lequel je pouvais me confier, sans crainte d'être jugée. J'ai pris place dans un gros fauteuil en cuir pendant que le docteur préparait des tasses dans la petite pièce d'à côté. Une bonne odeur de chocolat est venue se mélanger à toutes les autres senteurs médicales. Ça donnait un cocktail assez bizarre. Le docteur est revenu avec 2 chocolats fumants et a sorti quelques spéculoos du tiroir de son bureau. Il m'a demandé ce que je devenais et comment ça allait. J'ai commencé par le début. Je lui ai raconté comment j'avais déménagé en ville avec ma mère. Je lui ai parlé du collège, de mon père que je voyais moins souvent, de mes cours de dessin. Il a écouté patiemment, en faisant des fois son petit « ho 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 » que j'entendais si souvent à l'époque. J'ai senti qu'il évitait d'aborder le sujet de ma maladie, sans doute par politesse. Alors j'ai été obligée de mettre les pieds dans le plat. Je lui ai avoué que ça me faisait vraiment très plaisir de le revoir, mais que, pour être tout à fait honnête, si j'étais venue le voir aujourd'hui, c'était surtout parce que j'avais de nouveau des problèmes avec l'autre locataire dans ma tête. Loin de s'en offusquer, le docteur Pilven est devenu tout excité. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Encouragée, je lui ai donc raconté comment j'avais recommencé à sentir la créature en regardant l'album photo, jusqu'à l'incident du jour au gymnase. Plus je lui donnais de détails, plus il s'agitait sur son siège. Il avait presque l'air content. Il s'est levé et s'est jeté sur une boîte d'archives. Il a commencé à sortir plein de dossiers à mon nom. Il parlait vite, plutôt pour lui-même, je pense. Il disait des trucs comme « Je savais bien que ça ne pouvait pas être aussi simple, je le sentais » ou « C'est l'autre hypothèse qui était la bonne, depuis le début ». Il s'est mis à noter plein de choses dans plusieurs dossiers, me demandant des précisions au passage sur ce que je venais de lui raconter. Après, tout essoufflé, il a enfin commencé à m'expliquer. Je ne me souviens pas de tout parfaitement, mais en gros, il m'a dit « Maliki, quand tu es venu me voir avec tes parents il y a 4 ans, j'avais 2 hypothèses. La première, c'était que tu souffrais d'un dédoublement de personnalité, aussi appelé trouble bipolaire. Les vrais cas de double personnalité sont assez rares, surtout chez de jeunes enfants. Mais étant donné ta grande émotivité et les situations difficiles avec tes parents, ton chat et ton amie Sabrina, j'avais jugé que c'était le plus probable. Ce qui était étrange, c'est que tu ne réagissais pas au traitement classique qu'on utilise pour ce genre de maladie. La thorazine n'a eu aucun effet et le suivi psychiatrique non plus. Mais j'ai remarqué, un peu par hasard, en te faisant un scan, que les ondes magnétiques semblaient te faire de l'effet. J'ai aussi remarqué que, lors de nos longues discussions, quand tu me parlais de tes émotions, ton cerveau émettait des ondes cérébrales d'une fréquence inhabituelle. J'ai voulu tester un protocole de soins très expérimental à base d'ondes, et j'ai pris l'initiative de rajouter la petite pilule jaune, qui ressemblait plus à l'idée que tes parents et toi vous faisiez d'un vrai médicament. C'était un placebo, je peux te le dire maintenant. Une petite bille de sucre enrobée de colorant jaune. Mon protocole, qui avait pour but de neutraliser les ondes anormales de ton cerveau, t'a permis de regagner le contrôle sur ce que tu appelles la créature. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Avec le recul, j'ai tendance à penser que notre démarche n'était pas la bonne. Nous nous sommes contentés de mettre la pathologie en sommeil, mais nous ne l'avons pas fait disparaître. La bonne démarche, au contraire, aurait peut-être été d'aider la créature à sortir. Tu me suis ? Et aujourd'hui, je me dis que cette créature est peut-être plus réelle qu'on ne l'aurait cru.
Le docteur s'est ensuite remis à fouiller dans ses papiers en marmonnant des termes techniques comme « peut-être qu'en synchronisant les ondes et avec une substance désinhibante », sans vraiment m'expliquer quelle était sa mystérieuse seconde hypothèse. Finalement, il m'a demandé de repasser à son cabinet demain pour tester son idée. Il m'a assuré que c'était « probablement sans danger ». Je lui ai répondu que j'aimerais bien, mais que je ne voulais plus inquiéter ma mère avec ça, et que je n'avais pas d'argent pour le payer. Il a balayé mes remarques d'un revers de main en me disant que, de toute façon, il valait mieux garder ça secret, et que je n'avais pas à m'inquiéter d'un quelconque paiement. J'ai donc accepté. J'espère que je n'ai pas fait une erreur, mais je ne voyais vraiment pas quoi faire d'autre. Le docteur est la seule personne qui ne me prend pas pour une folle. Mais j'avoue quand même que le coup de la pilule jaune me reste en travers de la gorge. Comme j'étais restée trop longtemps au cabinet, j'avais raté le dernier quart pour rentrer chez moi. Le docteur Pilven a proposé de me reconduire en voiture. Je lui ai demandé de me déposer à l'intersection avant la maison, au cas où ma mère serait déjà rentrée. Avant de repartir, le docteur Pilven m'a fait promettre de revenir le lendemain. Il avait l'air de très bonne humeur et m'a avoué qu'il n'allait probablement pas dormir de la nuit. Je lui ai répondu que je ferais mon possible. J'ai marché jusqu'à la maison. Il commençait déjà à faire nuit. Pas de chance, ma mère était déjà là. Elle s'était fait un sang d'encre et m'a demandé où j'étais passée. Je lui ai baratiné que j'étais allée faire un tour en ville avec des amis du collège, mais que je n'avais pas vu l'heure passer. Méfiante, elle a reniflé mes cheveux pour vérifier qu'ils ne sentaient pas la cigarette et m'a ordonné de ne plus faire ce genre de choses sans la prévenir. Je ne suis pourtant plus une gamine. Le repas a été plutôt austère. On n'a presque pas parlé et je suis montée directement après le dessert pour fuir l'ambiance pesante et ma mère qui me faisait la tête. En plus, il me semble qu'elle reçoit son ami Michel ce soir. Et j'ai déjà assez de questions en suspens dans la tête pour me préoccuper de savoir pourquoi ce type-là vient à la maison de plus en plus souvent. Je me suis brossé les dents et dans le miroir, j'ai eu l'impression que ma peau avait blanchi. En y regardant de plus près, ce n'était pourtant pas le cas. L'espace d'un instant, quand j'ai cligné des yeux, j'ai cru qu'ils étaient entièrement jaunes, puis de nouveau normaux. J'étais vraiment fatiguée. Je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai essayé de me détendre un peu en dessinant, mais je n'arrivais à rien. Mes mains tremblaient, sans doute à cause de toutes ces émotions accumulées. Alors, j'ai décidé de te raconter ma journée de dingo. Ça m'a fait du bien de te parler. Merci, journal. Je commence à bien t'aimer. J'espère que c'est réciproque. Je vais aller me coucher. Je n'aime pas trop dormir sur le ventre, mais je crois que je ne vais pas avoir le choix, vu l'état de mon postérieur. Bonne nuit, journal. À demain. Dans sa petite chambre tapissée de posters d'animaux, Maliki referma son journal avec soin, après y avoir glissé un morceau de buvard. Elle se leva avec précaution de sa chaise, sur laquelle elle avait empilé 2 coussins, ainsi que son oreiller. Ça ne l'empêcha pas de faire la grimace. Elle verrouilla son journal avec le cadenas et le rangea dans son tiroir. Puis elle se ravisa et le glissa dans son sac de cour. La clé du cadenas alla rejoindre le petit dessin d'éléphant de Ranjit dans son taille-crayon. Maliki se mit en pyjama, détacha sa petite queue de cheval et éteignit sa lampe de bureau. Ses yeux se posèrent un instant sur le dessin qu'elle avait essayé de faire tout à l'heure. Il représentait une grande fille blanche, enroulée sur elle-même, un peu comme un fœtus. Elle avait des yeux de chat. Maliki soupira et froissa le dessin en boule. Elle le jeta dans la poubelle, prenant la pose, comme si elle visait un panier de basket. La boulette rebondit sur le bord et tomba par terre, en lui arrachant un nouveau soupir. Elle se glissa sous la couette en maugréant, éteignit la lumière et s'endormit en quelques secondes. Par la fenêtre, un rayon de lune venait éclairer le dessin en boule de la fille aux yeux de chat, qui se dépliait doucement. D'autres feuilles, chiffonnées ou arrachées, jonchaient le sol autour de la poubelle qui débordait de boulettes de papier.
Ici ou là, on pouvait discerner des bouts de dessin dans la petite montagne de papier. Ici, une main blanche, aux ongles roses. Là, une longue queue tachetée. La fille aux yeux de chat.